tous. Merci d'être venus. On est ravis de voir autant de monde ce soir. On ne savait pas trop combien de personnes allaient entendre parler de notre première soirée. Donc on est rassurés, on est content de vous voir. Merci. Un petit mot sur notre association avant de laisser la parole à notre invité de ce soir, donc Joël Guillot. Donc voilà les trois personnes. Il y a Cécile qui nous a rejoint aussi, qui sont à l'origine de ce projet. Donc Durance Luberon-Verdon. Catherine vous dira un mot tout à l'heure sur le nom d'association. Donc juste tout de suite pour vous dire, nous n'avons aucun rapport avec l'agglomération, comment on dit, la communauté de communes. Donc c'est pas la DLVA, c'est la DLV. Bon, Catherine vous expliquera un petit peu plus d'où vient le nom et pourquoi. Très rapidement, l'origine un petit peu de notre association et pourquoi on s'est créé. On est tout jeune, on s'est fondé au mois de juin, juste un peu avant l'été. Et notre idée, qui est toute simple à la base, c'était vraiment d'essayer de parler du réchauffement climatique, du dérèglement climatique et de ce qu'on appelle maintenant la 6e extinction de masse, d'un point de vue local. Voilà, essayer d'alerter les gens en leur parlant des effets du dérèglement climatique et de cet effondrement de la biodiversité, en essayant de vraiment s'atteler à mieux comprendre les effets au niveau régional, au niveau local. Donc c'était ça le point de départ. Et puis voilà, en deux mots, bon, enfin, je ne vais pas vous ennuyer avec nous, c'est pas important. Après, on a chacun eu des parcours un petit peu personnels qui nous ont amenés à être intéressés à ces questions-là, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je vais laisser la parole à Catherine qui va vous dire un petit peu plus sur donc, notre nom, et puis Marilyn qui vous présentera le cycle de conférences. Bonsoir, Catherine Delahaye. Donc Durance Luberon-Verdon 2030, effectivement ça n'a rien à voir et pas rien à voir. Au départ on voulait s'appeler DLVA et en fait le changement climatique, vous entendez beaucoup parler de ça actuellement. Nous, ce qui effectivement nous intéressait, c'était aussi de leur apporter un territoire précis avec des données précises sur quelle sera notre réalité aujourd'hui, demain. Donc on a à la fois eu envie de faire appel à des scientifiques, mais aussi des acteurs de terrain. Donc DLV 2030, DLV, on a élargi en fait le territoire DLVA, qui est une communauté de communes avec un aspect plus, on va dire, administratif ou politique entre guillemets, à DLV, en fait c'est un beau nom, c'est Durance Luberon-Verdon. Donc Durance Luberon-Verdon, il y a deux parcs, on a la chance, en fait, nous on est tous les trois, on habite Manosque. On est à l'intersection de deux parcs naturels régionaux, donc le parc du Luberon, le parc du Verdon, qui ont chacun une histoire longue, qui sont déjà sur ces questions depuis longtemps, pas forcément que de réchauffement climatique, mais comment on préserve un territoire, comment on met en valeur des ressources à la fois patrimoniales, naturelles et humaines. Voilà, donc on s'est appuyé sur le grand territoire du Luberon-Verdon. Et 2030, bêtement, on écoute un peu comme tout le monde, un peu les rapports qui tombent, le GIEC, tout le monde sait ce que c'est. Donc le GIEC nous donne un peu des objectifs 2030, 2050, 2100. Donc pareil, au départ, on s'était dit DLVA 2050, on s'est dit mais c'est très loin, donc c'est difficile de se représenter. Déjà, si on arrive à 2030 à faire quelque chose. Donc notre objectif, en tout cas d'association, c'est à la fois d'apporter à travers des scientifiques, mais aussi des acteurs de terrain, un peu des repères pour construire. Et notre idée, c'est aussi sur le terrain, dans la ville, dans le territoire, pouvoir développer des dynamiques qui vont dans le sens de ce qu'il faut mettre en place pour accompagner des changements qui vont être des changements profonds. Après, Joël Guillot va vous détailler ce type de changements qui vont se passer. Alors oui, bonsoir. Donc moi je m'appelle Marilyn Hamilton et je vais vous présenter le programme de conférences que nous proposons. Donc en tout, il y aura 6 conférences, avec celle de ce soir. Le format des conférences va rester le même pendant tout le cycle. Donc ce sont des conférences qui seront en 2 parties. Une première partie, on a à chaque fois invité un expert scientifique qui va nous parler en détail, de manière factuelle, de la thématique de la soirée. Et en deuxième partie, on propose une table ronde avec des acteurs locaux qui participent déjà à une dynamique de territoire sur ce qu'ils font pour s'adapter au dérèglement climatique.
Donc l'idée, c'est vraiment de présenter ce qui est fait au niveau local. Déjà, qu'est-ce qui se passe au niveau local, quelles sont les dynamiques de territoire qui se passent, qui existent déjà, et peut-être au cours des discussions, peut-être faire émerger de nouvelles idées ensemble sur ce qu'on peut faire. Donc le programme, je vais vous le montrer. Voilà. Donc les conférences auront toujours lieu ici à 20h. Donc première conférence ce soir sur le climat avec Joël Guillot. Donc Sébastien vous dira quelques mots sur la conférence de ce soir. La prochaine conférence, c'est le 21 novembre, dans 2 semaines, sur la thématique de la forêt, avec comme expert scientifique Henrik Davy. Donc nos experts scientifiques sont des experts de la région, ils sont de l'université, du CNRS, mais ils sont du coin. La conférence suivante, ça sera le 12 décembre, sur la thématique de l'eau, avec Antoine Nico. Ensuite, le 16 janvier, sur l'agriculture, avec Albert Bondo. Le 13 février, sur la biodiversité, avec Benoît Gelin. Et une dernière conférence sur l'énergie, peut-être la conférence la plus importante, mais on n'a pas encore de date. Et on est en train de voir pour un expert qui vient nous parler d'énergie. Voilà, donc j'ajoute aussi qu'à l'issue des conférences, il y aura toujours un petit apéro, donc j'espère que vous viendrez tous. Voilà. Je lis sur mon papier parce que je ne voudrais pas oublier, peut-être je vais oublier quelqu'un, mais c'est les remerciements. Donc c'est la seule chose qu'on va lire ce soir. Donc on voulait vraiment remercier surtout chaleureusement parce qu'on est une jeune association, pas connue du tout, donc des gens nous ont fait confiance. Le Grec Sud pour son expertise scientifique et merci à la participation aujourd'hui de Joël Guillot. Merci aussi au Parc du Luberon et à tous les acteurs de terrain qui ont répondu présents. Donc tout au long du cycle de conférence, ils apporteront leur expérience pour nourrir les échanges. Il y aura en fait, sauf aujourd'hui, Sébastien vous expliquera l'absence de quelqu'un. Mais les autres conférences, il y aura donc un scientifique et après une table ronde avec des représentants sur la thématique des gens qui travaillent ici. La mairie de Manosque, un grand merci pour le prêt de la salle. La Maïf pour sa contribution financière. Loubio pour l'apéritif. Jade pour sa conception graphique. Et Christophe et Noé pour la vidéo. Et vous tous qui êtes venus nombreux ce soir, merci à vous. Un mot donc. Un mot pour excuser donc ce soir l'absence de Monsieur Roux qui s'est excusé il y a quelques jours, qui a des problèmes familiaux et qui ne pourra pas être parmi nous ce soir. Donc ça nous laissera d'autant plus de temps après l'intervention de Monsieur Guillot pour vous donner la parole et pour avoir un échange vraiment ouvert à tous et à toutes sur les questions liées au climat. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus, sinon que... C'est ça, moi je suis Sébastien Lorca. Voilà. Oui, on voulait vous dire que concernant l'absence de Monsieur Roux, on a mis à l'entrée, si ça vous intéresse, un petit résumé du rapport dont il a été l'un des auteurs, dont il a été co-auteur avec Monsieur Dantrec. Donc c'est un rapport sénatorial qui portait précisément sur la question de l'adaptation. Donc pas l'atténuation, pas la lutte contre le réchauffement climatique en tant que tel, mais comment d'ores et déjà penser à s'adapter. Et donc le rapport de M. Roux et de M. Dantrec listait, je crois, une liste de 18 points. Donc si parmi vous il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas, on a fait une petite photocopie de ces 18 propositions qui pourront être aussi évoquées pendant la soirée. Oui, donc on a collé, on n'a pas trop le droit, mais on a collé sur l'infographie en fait qui reprend un peu les 18 propositions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des propositions qui vont vraiment aussi sur les politiques territoriales. Donc comment les politiques publiques peuvent s'y mettre aussi au niveau local. Bon voilà, on s'est présenté, on a présenté tout le monde et vous n'êtes pas présenté. Donc l'idée aussi de ces conférences, c'est vraiment que vous puissiez parler. Il y a une personne qui
présenté tout à l'heure, qui fait partie des 150 élus de la Convention citoyenne, qui est dans l'Assemblée, là, qui habite Manosque. Donc là, en 5 minutes, ce qu'on vous propose, c'est de vous tourner vers votre voisin et de juste échanger sur d'où vous venez et pourquoi vous êtes venu à cette conférence, qu'est-ce qui vous intéresse sur la thématique. On vous laisse faire entre vous. Directeur de recherche au CNRS, au CEREG, qui est un laboratoire de l'université d'Aix-Marseille Université, qui est aussi coprésident du GREC Sud. Le GREC Sud, donc, c'est le groupement d'études sur le climat pour le Sud, pour la région Sud, qui est donc paléoclimatologue et qu'on remercie vivement d'ouvrir ce cycle de conférences. Merci. À tous et merci d'être venus si nombreux. Alors bon, c'est un petit peu difficile de faire ce genre d'exercice parce que dans la salle, je suppose qu'il y a un peu toutes les compétences, tous les niveaux, tous des intérêts très différents et essayer de satisfaire tout le monde, ça ne va pas être forcément évident. Mais je vais essayer. Alors donc, je vais vous parler du changement climatique en général et je vais partir du global, c'est-à-dire du changement climatique à l'échelle de la planète et puis arriver au niveau local, en particulier avec les résultats qui ont été publiés par le GREC Sud. Alors, juste, je prends souvent cette photo-là, que c'est pas moi qui l'ai faite, c'est un collègue, climatologue également. C'est la mer de glace. Vous voyez ici, en 1990, la mer de glace arrivait jusque-là. Et là, c'est le niveau de la mer de glace au mois d'août cette année. Donc, c'est une preuve assez évidente qu'il se passe quelque chose au niveau climatique. Et ce n'est pas quelque chose de temporaire, parce que pour faire fondre autant de glace, eh bien, il faut évidemment de gros changements de température. Voilà, alors ce gros changement de température, on le vit déjà. Et en bleu, vous avez la courbe de la température depuis 1890 jusqu'à 2016. Donc c'est la température annuelle qui a été calculée comme moyenne, si vous voulez, de toutes les stations météo qui sont sur la surface de la Terre. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, c'est que on avait un climat relativement stable à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et puis, ça s'est mis à augmenter. D'abord, une première période jusqu'à à peu près les années 40. Et puis, il y a eu une petite période ici, un léger refroidissement. Et puis après, un réchauffement qui n'a, pour ainsi dire, pas arrêté. Évidemment, il y a des fluctuations annuelles. Ça, c'est normal. Le système climatique a une part d'aléatoire. Et donc, d'une année sur l'autre, on peut avoir des choses assez différentes. Mais ce qui est important de voir, par exemple, c'est que les 4 années les plus chaudes, eh bien, c'est 2015, 2016, 2017 et 2018. Donc, elles sont toutes récentes, quoi. Donc, ce qui veut vraiment dire qu'il se passe quelque chose. Et maintenant, si on regarde un petit peu la tendance de cette courbe-là en bleu, eh bien, on voit à peu près que la température moyenne s'est élevée de 1 degré. Donc, on a pris comme référence, comme 0 degré, la température de la fin du 19e siècle. Il faut bien prendre une référence. Elle a l'avantage que c'est une période qu'on appelle, qui n'est pas réellement pré-industrielle, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire c'est une période où on n'utilisait pas encore beaucoup de charbon, pas encore beaucoup de pétrole par rapport à ce qu'on a fait par la suite. Donc on peut dire que cette période-là, elle n'est pas trop influencée par les activités humaines. Et maintenant, pour vous convaincre que c'est bien les activités humaines qui influencent cette température, eh bien, il faut d'abord regarder la courbe en blanc. Et la courbe en blanc, c'est les émissions, c'est la concentration de CO2. Le CO2, c'est le dioxyde de carbone. C'est un gaz qui n'est absolument pas toxique, mais qui est émis en particulier par les énergies fossiles, par le charbon, par le pétrole. Et en gros, à peu près à la fin du 19e siècle, on avait une concentration qui est donnée ici, entre 280 et 300 ppm. Alors ppm, ça veut dire parties par million. Ça veut dire qu'il y avait 300 millionièmes de ce gaz dans l'atmosphère. C'est pas beaucoup, mais c'est un gaz qui est très actif et qui a la propriété de maintenir l'énergie de la surface de la Terre, de la maintenir
en surface et donc de réchauffer les basses couches de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre parce que ça ressemble tout à fait à ce qui se passe dans une serre. Quand vous allez dans la serre de votre jardin, il fait beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur, simplement parce que le rayon du soleil passe à travers les vitres, mais ils sont piégés. Et donc, ils maintiennent l'intérieur de la serre à des températures plus élevées qu'à l'extérieur. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe ici. Il y a des gaz dans l'atmosphère qui maintiennent la température plus élevée et de plus en plus élevée. Ça n'arrête pas d'augmenter. Alors, évidemment, l'effet de serre, c'est quelque chose qui existe à l'état naturel. La température moyenne de la Terre actuellement, elle est à peu près de 15 degrés. Et si on n'avait pas l'atmosphère autour, donc il n'y avait pas l'effet de serre, eh bien elle serait à moins 18 degrés. Donc c'est quelque chose qui existe naturellement et qui fait que la Terre est habitable. Le problème, c'est que la composition de l'atmosphère est en train de changer et ça réchauffe le climat. Alors, je vous ai montré une courbe moyenne, ça réchauffe en moyenne à peu près de 1 degré, je vous ai dit. Eh bien, si on regarde maintenant la courbe qui concerne en haut, en rouge, le continent uniquement, donc on a fait, au lieu de faire la moyenne des températures de tout le globe, on se contente uniquement des continents, et on voit que la courbe en rouge des continents se décale par rapport à la courbe moyenne. Donc les continents se réchauffent de plus en plus vite par rapport au globe qui est quand même composé majoritairement d'océans. Et malgré tout, le globe, la partie terre émergée se réchauffe fortement et plus vite. Et en gros, si on est à 1 degré actuellement au niveau de la moyenne globale, eh bien au niveau des continents, on est déjà à 1,5 degré. Donc, ce qui veut dire que localement, je vous montrerai que maintenant, si on focalise sur la région PACA, c'est encore bien plus. Mais localement, quand on parle de 1 degré, eh bien, c'est des variations beaucoup plus importantes et les conditions peuvent être relativement dures. Alors maintenant, les responsables de cette augmentation de gaz à effet de serre, vous en avez entendu parler, c'est les activités humaines. Et dans ces activités humaines, il y a l'industrie, il y a le chauffage, il y a les transports automobiles, il y a tous les transports en général. Alors, la courbe où c'est écrit monde, ça vous montre l'évolution des émissions de CO2 depuis 1990 jusque maintenant. En jaune, c'est l'industrie qui produit l'énergie électrique, donc l'électricité, donc tout ce qui est l'électricité thermique, électricité, oui, essentiellement thermique d'ailleurs. Ensuite, en brun, vous avez toutes les autres activités industrielles. En vert, c'est les bâtiments, donc c'est essentiellement le chauffage. Et en bleu, vous avez le transport. Et puis tout en haut, c'est le reste. Et donc vous voyez que depuis 1980, eh bien, les émissions de CO2 n'ont pas arrêté d'augmenter. Et la courbe en noir, ça vous donne en fait les émissions par personne. Parce qu'évidemment, on pourrait dire, oui, mais ça augmente parce que la population, elle est passée de 5 milliards à 7 milliards. Mais si on divise tout ça par le nombre d'habitants, eh bien, on voit que la courbe en noir, elle augmente également. Donc non seulement la population émet globalement plus de CO2 à cause du nombre de personnes plus élevé, mais également chaque personne est plus gourmande, si vous voulez, en énergie et émet de plus en plus de CO2. Et maintenant, si on regarde un petit peu différents pays, vous avez la Chine en haut, et vous voyez, on a à peu près le même tableau que pour le monde, mais avec une augmentation beaucoup plus forte, parce que la Chine s'est développée économiquement relativement récemment, et elle a émis de plus en plus de gaz à effet de serre, parce qu'elle est devenue le producteur industriel du monde entier. Et vous voyez, en jaune et en brun, la part de la Chine est beaucoup plus élevée que les bâtiments et les transports. Alors que la France, ici, vous voyez qu'il y a plutôt une diminution. Donc la France est plutôt un bon élève, elle émet de moins en moins de gaz à effet de serre. Et maintenant, c'est intéressant de voir que les parties les plus émettrices, c'est pas l'industrie, c'est les transports et les bâtiments. Oui, les transports et les bâtiments. Donc vous voyez que, en fait, une des raisons pour lesquelles la France a de plus en plus
enfin de moins en moins émis de gaz à effet de serre, c'est simplement parce qu'elle a exporté sa production industrielle dans des pays comme la Chine. Donc, quand on y reviendra tout à l'heure, quand on fait le bilan émissions de carbone par les différents pays, il faut non seulement prendre en compte les émissions locales, c'est-à-dire on se chauffe, on roule en voiture, etc., mais également les productions des biens qu'on achète et qu'on consomme dans notre pays. Donc ce sont les émissions exportées. Alors heureusement, toutes ces émissions-là ne restent pas dans l'atmosphère. Parce que sinon, en fait, le climat serait beaucoup plus chaud que ce qu'il est en réalité. Alors vous avez dans ce diagramme, en gris foncé, vous avez les émissions dues aux énergies fossiles, hein, et en gris clair, vous avez les émissions dues à la déforestation. Parce que, en plus des énergies fossiles, chaque fois qu'on déboise, qu'on brûle en fait des forêts pour pouvoir y mettre de l'agriculture, eh bien, le carbone qui est stocké dans les troncs d'arbres, eh bien, est rejeté dans l'atmosphère. Donc, ça s'ajoute aux énergies fossiles. Et en dessous, eh bien, vous avez le devenir de ce carbone. Alors, en bleu foncé, ici, vous avez la partie qui est absorbée par l'océan. Et l'océan absorbe à peu près 25% de ces émissions. Donc, grâce à l'océan, on en a 25% en moins. On en a une autre partie qui est absorbée là par la végétation, ce qu'on appelle la biosphère. Et là, c'est à peu près 25% également, mais c'est variable d'une année sur l'autre. Parce que les années où le climat est bon, c'est-à-dire où il pleut suffisamment, eh bien, les arbres vont pousser mieux et ils vont absorber plus de carbone. Et puis les années où il fait sec, par exemple 2003, c'est une année en Europe, une année de canicule, eh bien, il y a moins de carbone qui est absorbé par la végétation. Et le reste, en bleu clair, eh bien, c'est ce qui reste dans l'atmosphère. Donc, grosso modo, sur ce qu'on émet, ce que les activités humaines émettent dans l'atmosphère, il y a à peu près la moitié qui est absorbée par la biosphère et par l'océan. Donc, on aurait des réchauffements beaucoup plus importants si on n'avait pas ces auxiliaires. Alors, on vous a parlé tout à l'heure dans l'introduction du GIEC. Donc, le GIEC, c'est un groupement de scientifiques. Le G, ça veut dire groupement, I, intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce sont les scientifiques qui se réunissent pour essayer de faire des rapports, pour faire l'état de la situation par rapport au changement climatique. Et il a été créé en 1990, et depuis lors, eh bien, il a sorti 5 rapports, le 6e est en préparation. Et entre-temps, il publie aussi des rapports spéciaux, et le rapport qu'on appelle le rapport à 1.5, c'est le rapport sur le réchauffement à 1.5, je reviendrai là-dessus, donc 1,5 degré de réchauffement, a été publié l'année dernière. Cet été, au mois d'août, il y a un rapport sur le changement climatique et les terres émergées, et le dernier a été publié au mois d'octobre sur l'océan et tout ce qui est glace, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cryosphère. Et chaque fois, donc, vous avez un certain nombre de scientifiques qui ont participé bénévolement à l'écriture de ces rapports. Ils sont choisis dans tous les pays et ils ont vraiment comme objectif de faire un état des lieux absolument impartial. Et pour la première fois, celui à 1,5 auquel j'ai participé a mis ensemble toutes les disciplines, les sciences dures, donc les sciences du climat, mais également les sciences sociales, les sociologues, les juristes, les économistes, pour travailler sur la différence d'effet entre un réchauffement à 1,5 et un réchauffement à 2 degrés. Alors d'où viennent ces deux nombres, 1,5 et 2 degrés? Ça vient des accords de Paris. Vous vous rappelez, la COP 21 à Paris en décembre 2015, elle a réussi à avoir un accord entre tous les pays participants. Et cet accord stipule en particulier qu'il faut essayer de maintenir le réchauffement par rapport à la période pré-industrielle, donc par rapport à, on va dire, à la fin du 19e siècle, de 2 degrés et si possible 1 degré. Ça, c'est au niveau global. Hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau local, eh bien, on a des variations beaucoup plus importantes. Mais ces deux nombres, 1,5 et 2 degrés, c'est devenu un petit peu des nombres fétiches. Et c'est ça qui sert un peu maintenant de guide pour les négociations entre les différents pays.
Et alors la question qui a été posée aux scientifiques, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se fatiguer à essayer de rester à 1,5 et on ne pourrait pas simplement rester à 2 degrés? Ça a l'air de rien, mais 0,5 degrés, c'est important. Et bien c'est justement la conclusion, c'est que entre 1,5 degré de réchauffement et 2 degrés, il se passe beaucoup de choses dans les écosystèmes terrestres et marins. Et si on laisse filer la température, évidemment si on la laisse filer à plus que 2 degrés, ça sera réellement catastrophique. Mais même 2 degrés, ça commence déjà à devenir problématique. Alors c'est un peu ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Alors le rapport ici sur les terres émergées, lui, il était peut-être un petit peu plus positif, parce que lui, il a vraiment donné des solutions concrètes. Alors, on a différents types de solutions pour essayer de lutter contre le changement climatique. Et une des solutions eh bien, vient justement de tout ce qui est agriculture. Et donc, il s'est penché sur ce genre de problème. Et bon, il a répété que les écosystèmes terrestres absorbent 22% des émissions. Un quart des terres sont dégradées, 3 quarts sont exploités, les systèmes alimentaires contribuent pour 25 à 30% des émissions. Donc, la nourriture qu'on mange tous les jours contribue de manière assez forte à ces émissions. Et quand on sait qu'une partie de cette nourriture est gaspillée, donc vous pouvez aussi comprendre qu'il y a des possibilités aussi d'agir à ce niveau-là en limitant le gaspillage. Alors, au niveau du type d'agriculture qu'on utilise, on utilise beaucoup de fertilisants. La quantité de fertilisants utilisée depuis les années 60, eh bien, ça a été multiplié par 8. Le volume d'eau pour l'irrigation a doublé et le bois récolté dans les forêts a augmenté de 50%. Donc ça, c'est un état des lieux et qui a un effet forcément sur l'environnement. Alors, les sols et la végétation, on espère beaucoup d'eux. Je vais y revenir tout à l'heure. On espère qu'on pourra contrer une partie du réchauffement climatique en améliorant l'agriculture et en améliorant les forêts également. Eh bien, le problème, c'est que ce compartiment qu'on appelle la biosphère, eh bien, ce compartiment sera moins performant pour le stockage de carbone qu'avec des températures plus élevées. Donc, plus la température s'élève, moins on aura de levier pour lutter contre le changement climatique. Alors maintenant, le rapport sur l'océan, lui, il a quand même dépeint une problématique assez angoissante, on va dire. D'abord, une chose positive, c'est que l'océan a récupéré 90% de la chaleur émise, produite par l'augmentation des gaz à effet de serre, donc émise par l'homme finalement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que l'océan récupérait 25% du CO2, ça c'est la deuxième ligne, mais en même temps, le réchauffement lui-même, eh bien, il en absorbe 90%. Donc vous imaginez que si on n'avait pas d'océan, eh bien, le réchauffement serait 9 fois plus important. Alors depuis 1993, le réchauffement de l'océan a doublé, donc ça c'est l'eau se réchauffe, et il s'est acidifié également. Et ça c'est un problème. Si vous voulez, l'océan, en nous rendant des services, devient de plus en plus acide, et ça a des conséquences sur plein de choses, et en particulier sur notre alimentation. Alors, d'abord, sur le niveau des mers, alors vous avez tous entendu parler que la fonte des glaciers sur le Groenland, dans les montagnes, la première photo que je vous ai montrée, et également sur l'Antarctique, a un effet sur l'augmentation du niveau des mers. Et actuellement, sur la période 1901-1910, eh bien, on observe déjà une élévation de 17 cm du niveau des mers. Alors, 17 cm, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même important pour les gens qui habitent au niveau de la mer, justement, et il y en a quand même pas mal. Et ça s'est accéléré, hein, 17 cm c'est sur un siècle, donc ça fait à peu près 17 cm par siècle, et sur les 20 dernières années, eh bien, ça s'est accéléré et ça a doublé, et ça fait 32 cm par siècle. Donc il y a quand même un risque de plus en plus important que le niveau de la mer va augmenter de plus en plus. Alors c'est dû à quoi? C'est dû à deux choses essentiellement. C'est la fonte des glaciers, donc c'est la glace qui est sur les continents. Je ne parle pas de la glace
qui flottent sur l'eau, parce que celle-là, elle ne contribue pas à l'élévation du niveau de la mer. Donc, la glace qui est sur les montagnes et sur les continents au nord et au sud contribue. Et une autre partie, à peu près la moitié actuellement, c'est l'expansion thermique. C'est-à-dire que quand vous chauffez de l'eau, eh bien, le volume de l'eau augmente. Eh bien, c'est pareil pour l'océan. Le volume de l'océan augmente et ça fait une montée du niveau de la mer. Alors, à côté de ça, il y a la glace, de mer qui, elle, a tendance à fondre. Et maintenant, on arrive au mois de septembre, c'est le mois où il y a le moins de glace. Eh bien, il y a le passage qu'on appelle le passage du Nord-Ouest qui permet de passer de l'océan Atlantique au Pacifique par le nord du Canada. Eh bien, il est complètement ouvert pendant un mois ou deux. Et la glace, en plus, quand elle existe, elle est moins épaisse. L'épaisseur moyenne, elle est de 1,25 mètres, alors qu'elle était avant de 3,5 mètres. Donc, l'épaisseur de la glace a été divisée par deux. Et donc, imaginez les ours blancs qui se baladent dessus. Eh bien, c'est de plus en plus dangereux. Donc, voilà le constat. Alors, maintenant, si on regarde à l'intérieur de l'océan, les poissons, tout ce qui vit, eh bien, il y a quelques petits problèmes également. Les espèces marines, eh bien, voyant leurs conditions de température de plus en plus chaudes, eh bien, elles se déplacent. Et on voit des espèces qui étaient au sud de la Méditerranée, eh bien, venir au nord. Donc on va pêcher par exemple du barracuda sur les côtes du nord de la Méditerranée. Et en gros, on estime que les espèces marines, depuis 1952, se sont déplacées en moyenne de 5,2 km par an. Hein, donc c'est pas négligeable. Et ça c'est en surface, et en profondeur c'est 2,9 km. Alors il y a d'autres problèmes, c'est les zones humides comme celle-ci. Là, ici, c'est une mangrove, mais il y a aussi la Camargue, par exemple. Eh bien, les zones humides sont vraiment en danger. Et il y a 50% des zones humides côtières qui ont été perdues sur 100 ans. Et puis, le dernier point, qui est peut-être le plus grave, c'est le corail. Donc là, vous voyez un massif corallien avec des belles couleurs. Et maintenant, voilà à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle le blanchiment du corail. Donc, en fait, ce corail ne vit plus, quoi. Et on a estimé qu'actuellement, il y a déjà 50% du corail qui est en danger, comme ça. Avec un réchauffement de 1,5 degré, eh bien, ce sera 75%. Et avec un réchauffement de 2 degrés, eh bien, c'est 99%. C'est-à-dire qu'on va perdre complètement le corail. Voilà. Alors maintenant, donc j'ai un peu fait rapidement un état des lieux de ce qu'on peut observer un peu partout dans le monde actuellement. Maintenant, je vais regarder comment peut-on prévoir ce qui va se passer dans le futur. Alors, on le fait d'après des modèles climatiques. Vous connaissez tous les prévisions météo, puisqu'on en a tous les jours. Eh bien, c'est fait avec des programmes informatiques qui tournent et qui font les prévisions pour 10 jours. Eh bien, le même type de programme peut tourner aussi, un peu dans des conditions différentes, et il va nous faire des prévisions pour 100 ans. Alors évidemment, il ne va pas nous dire en 2039, il va faire 25 degrés. C'est pas du tout ça, c'est les tendances en fait qu'il nous donne. Et ce qu'il nous donne par exemple, c'est que vous avez ici la température de l'air au niveau global, avec un scénario en bleu qu'on appelle le scénario vertueux, qui est conforme aux accords de Paris. Hein, je vous rappelle les accords de Paris, limité à 2 degrés, si possible 1,5. Eh bien, vous voyez, dans ce scénario, la température, elle monte à peu près jusqu'à 1,5 degré, 2 degrés, et elle va être stabilisée. Donc, oui, c'est vrai, c'est pas marqué, vous avez raison. Ici, c'est 2100. Et là, c'est aujourd'hui, ça. Si par contre on continue à émettre des gaz à effet de serre comme on a toujours fait, donc ce qu'on appelle le scénario du laisser-faire, eh bien le réchauffement sera de 4 à 6 degrés. Donc vous voyez la différence. Alors pour vous donner une idée, on vous a dit tout à l'heure que j'étais paléoclimatologue, c'est-à-dire que je travaille sur les climats du passé. Eh bien le réchauffement de la Terre entre une période glaciaire, on a la glace qui arrive à peu près jusqu'au sud de l'Angleterre.
et une période interglaciaire, donc c'est celle qu'on a actuellement, eh bien c'est 5 degrés. Donc le scénario que vous avez en haut, eh bien il fait à peu près l'équivalent du réchauffement d'une période glaciaire et une période interglaciaire. Sauf que ça s'est fait en plusieurs milliers d'années, et que là on le fait en 100 ans. Les écosystèmes à l'époque ont pu s'adapter parce que ça se faisait relativement lentement, mais maintenant en 100 ans c'est tellement rapide que ça va être très difficile de s'adapter. Donc on va quand même espérer que le scénario du laisser-faire ne va pas être le scénario qui va être le scénario qui va réellement se passer, et qu'on va essayer de rester le plus près possible du scénario vertueux. Alors vous avez en dessous, c'est uniquement la température de la mer. Bon, je passe. Alors voilà ici les résumés de tout ce qui peut se passer, de la différence surtout entre 1,5 et 2 degrés. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau des coraux, on perdait à peu près 75% à 1,5 et 99% à 2 degrés. Au niveau de la biodiversité terrestre, on a les mêmes problèmes. À 1,5 degré, par exemple, on va perdre, enfin en tout cas, il y a 4% des vertébrés qui vont être en danger. Et si on monte la température à 2 degrés, ben c'est 8%, c'est-à-dire qu'on double le nombre d'espèces en danger. Et c'est pareil pour les insectes, et même c'est même 3 fois plus élevé pour les insectes, et pour les plantes, c'est également 2 fois plus élevé. L'agriculture, là je reviendrai là-dessus pour la région PACA, mais l'agriculture, actuellement, elle a une baisse de rendement assez importante. Et c'est surtout en Afrique que c'est le plus important. La hausse du niveau de la mer, à 1,5 degré, on a une hausse du niveau de la mer entre 26 et 77 cm. Alors évidemment, c'est assez, il y a une grande incertitude, mais à 2 degrés, pardon, excusez-moi, 26 cm, c'est... Non, là il y a une erreur. En fait, on est plutôt à 26 cm à 50 cm avec 1,5 et 50 à 77 cm à 2100. Ce qui veut dire que la différence entre 1,5 et 2 degrés, eh bien, c'est 10 cm d'élévation du niveau de la mer, et c'est 10 millions de personnes qui sont en danger parce qu'elles vivent justement dans ces zones inondables. Alors évidemment, il y a les vagues de chaleur comme celles qu'on a connues en juin et en juillet. La pêche, les prises de pêche sont réduites, mais il y a aussi un problème de surpêche qui n'est pas du tout lié au climat. Donc les problèmes sont assez compliqués. Donc vous avez ici un tableau résumé de... Ah oui, j'oublie de parler de ça aussi. La banquise arctique, la glace de mer, actuellement, elle n'est jamais complètement fondue. Hein. Il y a toujours de la glace de mer. Même en mois de septembre, il en reste. Même si elle est divisée par, je ne sais plus combien, par 3 ou 4, elle est toujours présente. Eh bien, on calcule qu'avec 1,5 degré de réchauffement, eh bien, elle va fondre une fois par siècle, et avec 2 degrés, elle va fondre une fois tous les 10 ans. Donc vous voyez, c'est pas du tout linéaire, c'est pas parce que simplement on double, hein, on est actuellement à 1 degré de réchauffement. Hein. Il y a 1,5 et puis 2 degrés, donc entre 1 et 1,5 c'est 0,5 degrés, et entre 1,5 et 2 degrés c'est aussi 0,5 degrés. Mais simplement, ce qui va se passer entre 1,5 et 2, c'est pas du tout la même chose qu'entre 1 et 1,5. Il y a une amplification des problèmes. Alors, juste pour illustrer un petit peu le problème du niveau de la mer, bon, à Manosque, on n'a peut-être pas trop de problèmes, mais quand on se trouve par exemple dans le Var, du côté d'Hyères, par exemple, presqu'île de Gien, ou bien en Camargue, eh bien, il y a ce phénomène-là qui peut se passer, c'est que 10 cm d'augmentation, c'est OK pour une moyenne, mais il y a aussi des périodes de tempête. Il y a ce qu'on appelle des submersions marines, et qui fait qu'on a des événements comme celui qui est mis dans la photo là. Alors on peut le représenter ici par ce diagramme. Ici vous avez la hauteur moyenne du niveau de la mer. Une fois par mois, à cause des marées, enfin pas tellement en Méditerranée, mais des marées et des tempêtes, une fois par mois, on peut avoir un niveau qui monte jusque là. Une fois par an, il peut monter jusque là. Une fois tous les 10 ans, ça peut monter jusque là. Et une fois par siècle, jusque là. Et bien maintenant, si on monte le niveau de la mer de 10 cm, on va le mettre ici, eh bien on voit que ce qui était une fois par siècle, eh bien ça va arriver une fois par an. Donc vous voyez, c'est des événements qu'on appelle des événements extrêmes qui sont là,
et qui font qu'il y aura des inondations. Il n'y aura pas des inondations permanentes, mais il y aura des inondations qui vont rendre la vie assez compliquée pour les gens qui habitent sur le littoral. Alors maintenant, je vais arriver au Grec Sud. Alors, tout d'abord, vous avez ici l'adresse du site web où vous pouvez trouver toutes les informations que je vais vous donner. Donc c'est vous en aurez un qui va venir vous parler de l'eau dans quelques temps, Antoine Nico, c'est un des coordinateurs du Grec Sud, et ces coordinateurs font appel aux scientifiques qui travaillent sur la région pour publier des cahiers sur l'état du changement. C'est relativement agréable à lire. Alors vous avez des cahiers généraux sur le climat, sur la ville, sur la mer, il y a, j'arrive pas à lire, il y a l'eau, l'agriculture, la forêt. Donc il y a à peu près tous les domaines où le changement climatique se fait sentir. Il y en a d'autres qui sont en préparation sur la biodiversité, la santé. Et donc vous avez là l'état des lieux vraiment pour la région PACA. Donc je vais vous donner maintenant quelques illustrations. Alors simplement la température. Je vous ai parlé d'un réchauffement actuel au niveau de la planétaire de 1 degré. Et bien là c'est la moyenne de la température annuelle de la région PACA. Et donc vous voyez cette droite en bleu là, eh bien elle nous montre que la région PACA s'est déjà réchauffée de 2 degrés. Donc le réchauffement en région PACA est le double de ce qu'on a au niveau global. Donc au lieu d'être de 0,2 degrés tous les 10 ans, ce qu'on observe au niveau de la planète, eh bien c'est 0,4 degrés tous les 10 ans en PACA. Au niveau des précipitations, ça c'est les courbes que vous avez là, eh bien, on ne voit pas vraiment de tendance. On ne peut pas dire que maintenant les précipitations ont tendance à diminuer par rapport à ce qu'on avait avant. C'est relativement aléatoire. Il y a des périodes sèches et des périodes humides. Mais si on combine les deux, vous mettez toujours la même quantité de pluie, mais avec une beaucoup plus grande évaporation parce qu'il fait plus chaud, eh bien, les réserves en eau, elles diminuent quand même. Alors maintenant, parlons un peu de la canicule récente qui a eu lieu en juin et en juillet 2019. Alors ici, c'est Météo France qui a sorti ça. Vous avez tout en haut, là, la boule, c'est 2003. 2003, c'est quand même la canicule de référence. C'est une année quand même où il y a eu 15 000 morts supplémentaires par rapport à une période normale. Alors, cette canicule, elle était caractérisée par 2 facteurs, enfin, comme toutes les canicules d'ailleurs. La durée, elle a duré assez longtemps, elle a duré 15 jours, et l'intensité, c'est-à-dire la température qu'on a eue pendant cette canicule, et on avait à peu près entre 29 et 30 degrés. Et à gauche, vous avez 2019, donc le mois de juin 2019, et donc vous voyez qu'elle a duré moins longtemps, elle n'a duré que 6 jours. Puisque vous regardez sur l'axe horizontal, ça arrive à peu près à 6 jours. Et elle était moins intense également, au lieu d'être 29-30, elle était à 28 degrés. Donc, cette canicule-là était moins intense, ok, mais ce qui était assez étonnant, c'est qu'elle est arrivée à une période où il n'y a jamais de canicule. Le mois de juin, il n'y a jamais de canicule normalement. Ils sont plutôt toujours au mois de juillet ou au mois d'août. Donc voilà. Et maintenant, si on fait des projections pour le futur, eh bien, en orange ici, on met les années qu'on pourrait avoir au niveau des canicules entre 2021 et 2050. Et donc là, ici, vous avez 2003. Et donc, finalement, vous voyez que en intensité, 2003 n'est pas particulièrement assez conforme. Par contre, en durée, eh bien, on va avoir jusqu'à 1 mois de canicule, au lieu d'avoir 15 jours. Et puis maintenant, si on regarde à la fin du siècle, alors vous avez les boules en rouge ici. Alors vous voyez que l'intensité, alors la durée c'est carrément 2 ou 3 mois, et l'intensité, ça dépasse 31 degrés. Donc
finalement, la situation de 2003 qui a occasionné 15 000 morts, eh bien, c'était plutôt une année fraîche par rapport à ce qui nous attend à la fin du siècle. Donc, il y aura un problème d'adaptation à des étés qui vont être chauds pendant très longtemps. Voilà. Et maintenant, sur la forêt et l'agriculture. La forêt, on a la sécheresse qui agit sur la forêt. Donc, on a des feuilles qui sèchent en été, les aiguilles, les pins, etc. qui sèchent. Et puis, on a les incendies. Et ça, les spécialistes des incendies sont assez inquiets parce que avec les températures qu'on nous promet dans le futur, eh bien, les incendies de forêt vont être de plus en plus nombreux et intenses et difficilement contrôlables. Et puis, en agriculture, eh bien, il y a de gros problèmes. La sécheresse également, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que l'agriculture a besoin, pas uniquement de chaleur, elle a besoin de fraîcheur, par exemple, en hiver, pour tuer les parasites, par exemple. Et ça, les hivers seront de plus en plus doux, donc ça va être très difficile. Alors, un problème qui est plus spécifique dans le sud de la France, c'est les vignes, la viticulture. Actuellement, les vendanges se font à peu près au début du mois de septembre. Eh bien, il y a 50 ans, ça se faisait à la fin du mois de septembre. Donc, les vendanges ont été avancées d'à peu près de 3 semaines. Ce qui fait que, en fait, pourquoi on avance les vendanges? Simplement pour avoir un degré d'alcool qui soit raisonnable. Puisque plus on laisse mûrir le raisin, plus il sera sucré et plus ça donnera d'alcool. Et donc, le problème, c'est que si on fait des vendanges de plus en plus tôt, la qualité du vin ne va pas être la même. Et donc, on aura un vin qui va être à quand même fort degré d'alcool et de qualité moins importante. Donc, il y aura un problème d'adaptation des viticulteurs, et par exemple en changeant les cépages pour des cépages, par exemple, d'Afrique du Nord. Alors, les forêts. Alors, les forêts qui souffrent le plus, c'est les forêts de moyenne montagne. En fait, ce qui se passe, c'est que les forêts de plaine, elles sont adaptées à la sécheresse. Actuellement, la sécheresse estivale, elle dure déjà 2-3 mois, et ça ne pose pas de problème pour le pin d'Alep, par exemple. Par contre, si vous allez dans le Ventoux, ou bien dans les forêts de moyenne montagne, dans les Stérelles ou les Maures, etc., eh bien, vous avez des images comme ça, où vous voyez des traces de sécheresse avec des épines qui sont brunes. Et en particulier, s'il s'agit d'espèces qui ne sont pas originaires d'ici, comme le pin sylvestre, qui lui vient plutôt du nord, eh bien lui, il a énormément de mal à s'adapter à cette augmentation de température. Et donc tout ça, c'est évidemment favorable pour les incendies également. Alors, l'agriculture également, vous avez ici les mesures de productivité du blé, les rendements. Et vous voyez, la courbe ici montre une stagnation dans les rendements. Donc les rendements ont toujours augmenté depuis 1960, et puis en fait, ça fait maintenant 30 ans qu'ils n'augmentent plus. Et ils ont même tendance à diminuer. Et en bleu, eh bien, ce serait le rendement qu'on aurait pu attendre avec un climat plus humide. Et la différence entre le bleu et le orange, eh bien, c'est 10 quintaux à l'hectare. Donc, il y a un problème au niveau de l'agriculture, des rendements. Et ça, c'est général. Et puis, je vous parlais de l'acidification de l'océan, donc de la mer Méditerranée, ici. Alors, il y a les coraux qui blanchissent, mais il y a également les moules. Tous les coquillages, en général, tous les organismes qui ont des coquilles, eh bien, l'acide qu'il y a dans l'océan, eh bien, attaque ces coquilles. Et les moules ont des coquilles de plus en plus fragiles. Et on se pose la question de savoir si on pourra encore cultiver des moules à la fin du siècle. Alors, j'ai oublié de vous le dire, d'où vient cette acidification de l'océan? Eh bien, ça vient directement de l'absorption du CO2 de l'atmosphère. Il y a une réaction chimique qui se produit au niveau de l'océan, entre l'eau et le CO2, et ça produit de l'acide. Et c'est ça qui attaque les coquilles. Alors maintenant, l'érosion côtière. Un des effets qu'on voit déjà, c'est la diminution des plages, l'érosion des plages. Évidemment, il y a les inondations et il y a la nécessité de relocaliser les gens qui habitent trop près de la mer, du littoral. Alors, pour terminer, l'enneigement. Ce dessin est peut-être un petit peu compliqué, mais en gros, qu'est-ce qu'il dit ?
c'est un article qui vient de paraître. Ils ont calculé la fiabilité de l'enneigement dans les stations des Alpes et des Pyrénées. Alors si on focalise sur les Alpes du Sud, vous avez à gauche les données historiques. En gros, en orange, eh bien, ce sont les années où on a besoin de neige artificielle, de neige de culture, pour avoir une station qui est skiable. En jaune et en vert, c'est les années où on n'a pas besoin de... Enfin, c'est le nombre d'années où on n'a pas besoin d'aide par de la neige de culture. Si on prend un scénario qui est un scénario conforme aux accords de Paris, un réchauffement de 2 degrés, eh bien, la fiabilité d'enneigement sur la totalité des domaines skiables des Alpes du Sud, jusqu'à la fin du XXIe siècle, ça restera à peu près fiable à 90%. Donc, en gros, on aura 90% des années qui seront skiables. Mais il faudra utiliser de la neige de culture. Par contre, si on prend le scénario du laisser-faire, eh bien, on aura en 2050 7% des domaines skiables qui ne seront même pas praticables avec de la neige de culture, et à la fin du siècle, ce sera 80%. Donc, si on laisse faire, ça, on peut faire une croix sur le sport de ski dans les Alpes, en fait. C'est ça que ça veut dire, dans les Alpes du Sud. Alors maintenant, là, je vous ai brossé un tableau assez pessimiste, hein, il n'y a plus qu'à aller se jeter par la fenêtre. Alors, je vais essayer de vous montrer maintenant que quand même, il y a des solutions. Pas des solutions comme ce dessin humoristique, hein, ce qu'on appelle le greenwashing, parce que ça ne marche pas. Mais la solution que préconise le GIEC, hein, donc c'est les scientifiques qui le préconisent, c'est pas des groupements écologistes, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur la science. Il faut une politique vigoureuse de réduction des émissions, ça on s'en doute bien, et pour ça il nous faut un changement de modèle de société. Ça ne veut pas dire retourner à l'âge de la pierre, mais il faut un modèle de société qui soit basé sur la sauvegarde de l'environnement et la justice sociale. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on va monter les taxes sur l'essence parce que l'essence, il faut en utiliser de moins en moins. Donc une des façons de faire, c'est d'augmenter les taxes. Il faut la justice sociale parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens par rapport à ces taxes-là. Donc il faut vraiment les deux en parallèle. Et pour ça, il faut mettre en place une politique de finance pour le climat. La finance actuellement, elle vise le court terme. Il faut simplement il faut enrichir l'actionnaire et on ne s'intéresse absolument pas au long terme, au développement durable, comme on appelle ça. Et évidemment, les gros pollueurs doivent montrer l'exemple. C'est d'abord eux qui doivent montrer qu'ils font des gros efforts. Et ça n'empêche pas que chacun doit faire aussi sa part. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous montrer. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est encore temps? En fait, est-ce que physiquement, l'atmosphère... Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, en fait, actuellement, le réchauffement, il n'est pas lié aux émissions de gaz à effet de serre qu'on émet, qu'on fait aujourd'hui. C'est en fait le fruit de toute une histoire. Depuis le moment où on utilise des énergies fossiles, on émet des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre restent entre 10 et 100 ans et même plus dans l'atmosphère. Donc, le réchauffement occasionné par les gaz à effet de serre émis par nos parents, eh bien, c'est ceux-là qui nous provoquent le réchauffement qu'on a actuellement. Donc, on peut se dire, mais nous, on continue à émettre, on émet encore beaucoup plus, et peut-être qu'il est trop tard, que l'avenir est plié pour au moins un siècle ou deux, quoi. En fait, non. On peut le représenter un peu comme... bon, c'est très simpliste, certainement des gens vont hurler en voyant ça. Si on considère que l'atmosphère, c'est un réservoir, une marmite, dans lequel on a, par nos activités humaines, là c'est le dessin qui est à gauche, là, c'est les usines, les transports, les avions, les ordinateurs également, et puis l'élevage, les animaux, la viande, toute notre alimentation, sont responsables de... On a mis à peu près dans l'atmosphère à peu près 2200 gigatonnes de CO2. Alors, gigatonne, c'est 1 million, une gigatonne, c'est 1 million de tonnes. 1 milliard, pardon. 1 milliard de tonnes. Donc, on a mis
2200 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et on peut calculer que, bon, avec ces 2200, on est arrivé à un réchauffement de 1 degré. On peut calculer que pour maintenir le réchauffement à 1,5 degré, eh bien, il ne faut pas dépasser 580 gigatonnes supplémentaires. Donc, ce n'est pas zéro, il y a encore possibilité. C'est le quart de ce qu'on a émis jusque-là, quoi. Et puis, de 1,5 à 2 degrés, eh bien, c'est 920 gigatonnes. Donc, vous voyez, c'est pas linéaire. C'est difficile de trouver une loi directe, mais voilà. Donc, si vous voulez, ce qu'il y a au-dessus, la marmite n'est pas pleine, quoi. Et on peut en mettre, mais il faut essayer de ne pas la remplir trop vite. Et c'est ça toute la difficulté, parce qu'on est habitué à vivre d'une certaine manière, et ça va impliquer pas mal de changements. Alors, en parallèle, ce que dit le rapport du GIEC, c'est qu'il faut qu'en 2050, on n'émette plus de CO2. C'est-à-dire, en gros, ça voudrait dire qu'on n'utilise plus du tout de pétrole ni de charbon. On sait que ce n'est pas faisable, c'est trop rapide et la société ne pourra pas s'adapter. Alors, il faudra mettre en même temps en place des solutions d'absorption du carbone. C'est-à-dire que le carbone qui est déjà dans l'atmosphère, ou bien celui qu'on va continuer à émettre, eh bien, il y a des moyens de le retirer de l'atmosphère. Alors, il y a des moyens technologiques, il y a plein d'idées qui ont jailli pour faire ça de manière, avec des méthodes hyper compliquées, et puis il y a des méthodes naturelles. Et vous avez tous entendu parler, planter un arbre ou des choses comme ça. Ça, c'est une méthode naturelle qui peut permettre d'absorber du CO2 parce que les arbres ont besoin de carbone pour constituer leur tronc et leurs feuilles, et ce carbone, eh bien, ils le prennent dans l'atmosphère par un processus qui s'appelle la photosynthèse, et ce carbone, il est stocké dans l'arbre. Alors après, si on brûle l'arbre, évidemment, on relargue le CO2, mais si on l'utilise pour faire du bois de construction, par exemple, ou bien si on l'utilise pour remplacer du charbon ou du pétrole, ça peut marcher. Pour l'utiliser comme bois de chauffage, ça pose quand même des problèmes, parce que si le CO2 est reparti dans l'atmosphère, même si c'est moins que ce que donnerait le pétrole, il est quand même là. Donc il y a des méthodes, par exemple, qui consisteraient à faire des chaufferies centralisées, par exemple, comme je vous ai entendu parler de la centrale à biomasse de Gardanne, et à absorber le CO2 à la sortie de la cheminée, et piéger ce CO2, l'enfuir par exemple dans des couches géologiques. Ça, c'est des méthodes plus technologiques qui ont été émises et qui ne sont absolument pas au point. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Mais en tout cas, ce qu'on préconise maintenant, c'est faire des économies d'énergie, donc en isolant les bâtiments, en utilisant moins les voitures, les transports, en utilisant plus les transports en commun, et en évitant le gaspillage. Par exemple, là, il y a quelque chose d'important. Je ne sais pas si vous le savez, mais 25% de la production agricole est gaspillée. Soit c'est gaspillé tout de suite au niveau de la production, au niveau des supermarchés qui jettent tout ce qui n'est pas vendu, et aussi nous-mêmes, on jette ce qu'il y a dans notre frigo quand ça devient périmé. Et tout ça, ça fait 25%. Donc on a certainement de la marge là pour essayer d'améliorer les choses. Et ça fait 8 à 10% des émissions de carbone. Vous voyez, c'est pas négligeable. Alors, il y a les arbres. Alors, le problème de planter des arbres, là, je crois que c'est dans une autre diapo où ah oui, c'est ici. Il faudrait 5 millions de kilomètres carrés de boisement pour limiter la température à 2 degrés. Donc, vous voyez, 5 millions de kilomètres carrés, c'est énorme. Ça veut dire que si on reboise des surfaces, par exemple, qui sont utilisées pour l'agriculture, eh bien, ça entre en compétition avec l'agriculture et donc avec l'alimentation. Donc, c'est 8 fois la France que ça représente en superficie. Donc, on ne peut pas uniquement tabler là-dessus. On peut le faire un peu, mais ça ne sera certainement pas suffisant. Par contre, améliorer les sols, le sol, actuellement, ils sont absolument dégradés et on les nourrit, si vous voulez, avec des engrais chimiques pour produire des produits agricoles. On pourrait très bien stocker du carbone en ingérant, par exemple, des engrais organiques, qui sont, par exemple, donnés par les animaux dans les fermes, et ou le compost, etc.
Et tout ça, ça va améliorer les sols, ça va être bon pour la production agricole, on aura une nourriture qui sera beaucoup plus saine, donc ça va être bon pour la santé, et à long terme, eh bien, ça va permettre de stocker du carbone. Donc ça, ce sont les solutions basées sur la nature qui doivent être mises en place en parallèle des économies d'énergie et de la limite de l'élimination du gaspillage. Voilà, alors un autre point aussi, c'est que, là, tout à l'heure je discutais avec la dame qui fait partie des 150 citoyens qui ont été tirés au sort pour représenter les citoyens, pour trouver des solutions pour lutter contre le changement climatique. Ce qui vient tout de suite sur le tapis, c'est tout ça, ça coûte cher, lutter contre le changement climatique. Eh bien, il y a ici quelque chose qui a été donné par les économistes qui est assez intéressant. Maintenir la température à 1,5 degré de réchauffement, ça coûterait à peu près 71 à 150 trillions de dollars, donc 1000 milliards de dollars pour le globe, hein, jusqu'en 2050. Donc c'est pas par an, hein, c'est cumulé jusque pour les 30 prochaines années, quoi. Faut quand même pas oublier qu'on a mis 1000 milliards pour sauver les banques à une certaine époque, hein, donc c'est quand même pas si énorme que ça. Mais surtout que si on laisse filer la température, par exemple, jusqu'à 3,7 degrés, c'est un des scénarios du GIEC, eh bien, ça coûterait en fait 3 à 7 fois plus pour réparer les dégâts, les inondations, les sécheresses, etc., les problèmes de santé, les morts, tout ce que vous voulez, ça coûterait 3 à 7 fois plus cher. Donc, c'est un investissement de limiter la température, si on parle en termes économiques. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de volonté politique. Alors, j'ai presque terminé. Oui, alors maintenant, je voudrais montrer quelque chose au niveau de notre action individuelle. Quand on prend la voiture, par exemple, on émet 293 grammes de CO2 par kilomètre et par personne, avec une voiture personnelle en moyenne. Hein. Pardon, en avion, ça. Et en voiture, c'est 259. Voilà, donc la voiture est un peu en dessous de l'avion. Alors, l'autocar, c'est 38. Hein. Le métro, c'est 5,7. Le TGV, c'est 3,7. Le TER, s'il est électrique, c'est à peu près 6-7 grammes également. Donc, il ressort assez rapidement qu'il faut privilégier les transports en commun. Mais il n'y a pas que ça. On utilise de plus en plus l'ordinateur. Et en fait, il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui a montré que toute l'utilisation des ordinateurs, ce qu'on va appeler le virtuel, eh bien, c'est 4% des gaz à effet de serre, des émissions. Donc, c'est à peu près équivalent actuellement au transport aérien. Donc, c'est pas du tout. Alors, c'est pas je vous ai dit ici un email avec une pièce jointe, ça émet 35 grammes. Une recherche Google, c'est 10 grammes. Et 108, ça fait 2 grammes. C'est pas encore ça qui est le plus émetteur, c'est en fait toutes les vidéos en streaming qu'on regarde de plus en plus. C'est vraiment ça, c'est 60% du virtuel, c'est ces vidéos en streaming. Et dans les vidéos... Excusez-moi, ça inclut les data centers, s'il vous plaît? Ah oui, tout est compris, oui, bien sûr, oui. Et c'est une partie importante, les data centers. Oui, oui. Et si on extrapole l'évolution, eh bien, on va arriver à 7% en 2025, ce qui sera équivalent au transport en voiture. Donc là, il y a des efforts à faire également. Alors maintenant, si on regarde... Oui, c'est pas très clair. Dans ce qui est utilisé dans le streaming, hein, c'est le plus important, c'est ici, c'est la vidéo en ligne. Ensuite, c'est les sites porno, qui est absolument pas négligeable. Celui-là, je ne sais plus ce que c'est. Bon. Voilà, donc vous voyez, il n'y a certainement pas des choses qui sont toutes absolument vitales pour notre vie quotidienne. Alors, donc, en fait, loin de moi l'idée qu'il faut réduire absolument et qu'il faut couper l'ordinateur, c'est pas ça. Il faut peut-être choisir entre ce qui est vraiment utile et ce qui est vraiment pas utile, quoi. Mais il faut donc savoir que chaque action qu'on a un effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Et maintenant, pour terminer, l'alimentation.
on entend beaucoup parler qu'il faudrait être végétarien parce que effectivement, le bœuf en particulier émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et c'est pas uniquement par les rots, parce que c'est des ruminants, c'est aussi toute la production de la nourriture, le soja qu'on fait venir de loin, etc. Tout ça ensemble, le bœuf émet beaucoup de gaz à effet de serre. Alors l'ADEME, vous connaissez l'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie, a calculé que voilà, si on regarde une assiette moyenne du français moyen, qui est à gauche, ce qui est le plus important dans une assiette, c'est les produits industriels et les produits composés. Donc c'est tous les produits qu'on achète tout fait, quoi. Et puis après, il y a les légumes, il y a les produits laitiers. La viande en kilos, c'est forcément moins parce qu'on ne mange pas autant de viande en poids que de légumes. Mais la viande a un effort important. Par exemple, le bœuf émet 5 fois plus de gaz à effet de serre que le poulet. Et le poulet émet aussi à peu près 5% en plus qu'une assiette végétarienne. Donc ça a un effet non négligeable. Et à droite, vous avez une assiette qu'on appelle flexitarienne, c'est-à-dire on n'enlève pas la viande, parce que la viande est nécessaire aussi bien pour la santé que pour le fonctionnement des fermes. Une ferme sans animaux, eh bien, elle est complètement déséquilibrée. On a besoin d'animaux dans une ferme. Et les aliments industriels, il faudrait les diviser par 3. Le poisson, le diviser par 2 et la viande divisée par 2. Donc vous voyez, ce n'est pas énorme. Eh bien ça permettrait déjà de passer de 136 kg de CO2 par personne et par mois à 86 dans la situation où on fait ces réductions. Donc vous voyez qu'il y a, sans vraiment se serrer la ceinture et sans vivre de manière absolument frugale, on peut quand même y arriver, d'autant plus que tous les diététiciens vous le disent, c'est beaucoup meilleur pour la santé. Voilà, alors pour conclure, le réchauffement est en cours. Je vous ai montré qu'il y avait déjà réchauffement de 1 degré. Alors, il faut donc s'adapter. Il faut s'adapter, bon, par exemple, les pratiques agricoles, eh bien, il faut changer de culture, il faut changer de cépage pour les vignes, il faut miser sur une sylviculture qui va gérer le risque des incendies, donc mettre des essences forestières qui sont moins sensibles à l'incendie, encourager l'agroforesterie, alors ça c'est quelque chose de très important, à la fois pour la lutte contre les parasites, mais également contre les incendies, c'est émailler les champs d'arbres, revenir un peu à des haies comme on avait dans le temps et qu'on a beaucoup coupé, mais maintenant carrément mettre des arbres, et ce qu'on appelle l'agroforesterie, eh bien ça permet de faire vivre les arbres et les cultures en symbiose et de lutter contre les parasites, donc sans utiliser de pesticides. Ça permet de lutter contre les incendies et ça stocke du carbone. Alors il faut planifier les territoires sur le long terme, évidemment, en particulier tout ce qui est au bord de la mer. Et évidemment, il y a des outils juridiques à mettre en place. Il y a pas mal de travail dans tous ces domaines. Et en même temps, il faut atténuer le changement futur. L'adaptation, c'est le changement en cours. L'atténuation, c'est le changement futur. Alors évidemment, les énergies renouvelables, mais toutes seules, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des problèmes aussi avec les éoliennes, le solaire, avec les usines à biomasse, etc. Mais il faut quand même convertir une partie de notre production d'électricité en renouvelable. Il faut favoriser les transports en commun et toute la multimodalité, donc tout ce qui permet de combiner à la fois le train, le bus, le vélo, la marche, etc. Y compris pour le transport des marchandises avec le ferroutage, développer une économie circulaire, donc mieux recycler ses déchets, réduire son utilisation numérique et renforcer la capacité de stockage et de séquestration de CO2 dans les sols qui ont l'avantage en plus d'améliorer notre alimentation. Voilà, donc ce petit résumé-là, ça vous montre que la solution n'est pas perdue, qu'il y a des solutions et qu'il faut simplement peut-être faire un peu des efforts pour vivre un peu autrement. Voilà, je vous remercie. Bonsoir.
On parle du CO2, j'ai entendu parler par des spécialistes de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau serait aussi négative sur l'évolution du climat. Négative dans le sens où ça provoquerait un réchauffement, vous voulez dire. Alors effectivement, la vapeur d'eau, c'est 50% de l'effet de serre. Donc l'atmosphère est composée d'azote et d'oxygène, hein, et puis après c'est l'eau. Et cette eau a un effet de serre qui est important, donc qui permet de piéger les rayons du soleil. Par contre, ça ne contribue pas à l'augmentation de l'effet de serre. Donc il faut distinguer l'effet de serre tel qu'il est actuellement, en équilibre si vous voulez, et puis l'augmentation. Parce que la vapeur d'eau, elle reste seulement quelques jours dans l'atmosphère, après ça forme des nuages, et puis ça retombe sous forme d'eau de pluie. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'avec la température qui augmente, il y a de plus en plus d'évaporation, et donc plus d'eau dans l'atmosphère. Donc ça peut ajouter une contribution supplémentaire au réchauffement, mais c'est directement lié à l'augmentation des autres gaz à effet de serre, puisque ce réchauffement est lié à l'augmentation de CO2, méthane et autres gaz à effet de serre. Donc l'eau en elle-même, non, ça ne contribue pas au réchauffement. Oui, une question par rapport au dioxyde de carbone. On sait que le dioxyde de carbone qu'on émet dans l'atmosphère, il séjourne pendant plusieurs dizaines d'années, je crois même pas loin d'un siècle. Ça veut dire que par rapport à des mesures qu'on va prendre, le temps de réponse va être très très long. Alors est-il encore raisonnable d'imaginer des scénarios à plus 1,5, plus 2 degrés? C'est la première question. La deuxième, c'est que votre topo montre bien que la seule façon de s'en sortir, c'est de diminuer notre empreinte de carbone, c'est évident. Vous avez montré quelques leviers. Est-ce qu'il existe des outils informatiques où on pourrait rentrer par rapport à la façon dont on vit notre empreinte carbone et voir quels sont les leviers qu'on a chacun pour diminuer cette empreinte carbone? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des outils informatiques comme cela? Oui, je vous remercie pour vos questions. Elles sont intéressantes. La deuxième, effectivement, je n'ai pas trouvé d'application. J'imagine que vous parlez d'une application sur le téléphone qui permet de le faire. L'ADEME a développé des choses, mais visiblement ça ne marche pas aussi bien que ça ne devrait, et puis ils l'ont retiré, etc. Donc je ne peux pas vous donner une application actuellement, mais c'est vrai que ce serait vraiment bien utile de faire ça. Et alors, pour l'effet persistant des émissions, c'est ce que j'ai essayé de montrer avec ma marmite, c'est que même en tenant compte de ça, on n'a pas rempli le réservoir. Donc il reste encore de la place, quoi. Mais non, c'est vraiment ce que le rapport du GIEC nous dit, c'est que physiquement, la situation n'est pas elle est urgente, mais il y a encore des solutions. Parce que, comme vous dites, s'il était trop tard, ça ne servait à rien de faire quoi que ce soit, puisqu'on aurait tout de suite un réchauffement qui allait s'accélérer. Mais non, c'est vraiment encore possible. Par contre, les mesures qu'on prend maintenant, ce n'est pas tout de suite qu'elles vont agir, elles vont agir dans 20 ans. Et si on regarde les différents scénarios du GIEC, eh bien jusqu'en 2040-2050, ils ne sont pas très différents. Ça conduit tous les scénarios conduisent donc depuis le plus parcimonieux, le plus vertueux jusqu'au plus émetteur de carbone. Ils donnent à peu près la même température en 2040, et c'est après que les scénarios divergent. Mais ils vont diverger pas pour ce qu'on va émettre en 2040, pour ce qu'on émet maintenant. Donc en fait, ce qu'on doit faire maintenant, c'est pour le futur, quoi. Donc, parce qu'après, il sera trop tard. Oui, bonjour. Je voudrais juste reprendre le point que vous avez présenté, madame. Un Américain, il va par an, à peu près, émettre... 2 fois plus qu'un Européen. Oui, c'est-à-dire 3 tonnes par an, à peu près. Ah non, non. Le Français émet 6 tonnes en local et 11 tonnes quand on prend aussi ce qu'il émet en Chine, quoi, hein. D'accord. Et l'américain, c'est carrément le double. Ouais. Ok. Et donc, pour respecter les accords de Paris, cette contribution par individu, elle devrait... Est-ce qu'on a une idée de quel est le niveau qu'elle devrait atteindre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 6 tonnes, on va dire, en moyenne. Est-ce qu'on devrait descendre à 3, oui. À 2, 1, à combien? J'ai pas le chiffre, mais c'est de l'ordre de 2-3 tonnes par personne, ce qui a été calculé pour que les accords de Paris soient atteignables, eh bien c'est de cet ordre-là. Oui. Donc pour nous, l'effort sera de diviser par 2,
nos émissions, mais pour l'américain, ça va être divisé par 5, quoi. Sur 50 ans, sur 25 ans. Voilà, il faut qu'en 2050, on ait un net zéro. Ça veut dire que si on continue à émettre, on ait des méthodes de réduction, d'absorption en fait du carbone. Et ça fait une diminution de l'ordre de 5% par an, en cible, en target aujourd'hui pour... Il faut faire le calcul. Oui, peut-être, il faut faire le calcul. Ouais. Donc c'est faisable, hein, c'est faisable. Mais il faut jouer sur tous les leviers. Bonsoir, vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité d'absorber du CO2 par le biais de la gestion agroécologique en agriculture. Je voulais savoir par quels moyens, comment vous expliquez ça exactement, comment le fait de faire de l'agroécologie absorbe le CO2. Je voulais savoir comment ça fonctionne. Alors, il y a d'abord l'agriculture traditionnelle, au sens celle qu'on pratique depuis des dizaines d'années, qui est intensive et qui est uniquement basée sur des intrants chimiques. Fabriquer ces intrants chimiques, ces engrais, ça émet des gaz à effet de serre. Donc, supprimer les intrants chimiques, ça permet déjà de diminuer une certaine émission de gaz à effet de serre. Et puis, remplacer ça par des matières organiques, essentiellement du compost et du fumier. Et ça, c'est du carbone le fumier vient des animaux, les animaux ont même mangé de l'herbe, etc. Bon, il y a tout le processus de la photosynthèse qui a permis de faire ça. Et puis, le compost, c'est tous nos déchets alimentaires qu'on va recycler comme fertilisant plutôt que de simplement les laisser émettre du méthane dans les déchetteries, quoi. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que l'agroécologie permet de réduire le réchauffement. À long terme, comme on l'a dit juste avant, c'est peut-être dans 20 ans. Donc, difficile de demander aux gens travailler pour dans 20 ans. Par contre, il y a un effet immédiat qui est améliorer, c'est la base du bio, de toute l'alimentation saine, donc c'est meilleur pour la santé. Donc ça fait des bénéfices importants pour la santé humaine, pour le mieux vivre de nos sociétés. Et ça, je pense que c'est le point sur lequel... Parce que le problème, c'est de faire accepter les mesures à prendre par la population, et ça, c'est une des façons, c'est de dire... Le local aussi, ça c'est un autre... Au lieu d'aller produire nos trucs en Chine, on produit ici, on redonne de l'emploi sur place, et donc au niveau social, c'est beaucoup mieux également. Donc c'est tout ce système de co-bénéfices qui permet en fait de bien convaincre la population qu'on a tout intérêt à y aller, quoi, même si c'est difficile au début. Bonsoir. Vous nous avez pas beaucoup ici. Vous nous avez pas beaucoup parlé du méthane, beaucoup du CO2. Or, je me suis laissé dire qu'à partir d'un certain niveau d'accélération du réchauffement, en fait, on risquait d'avoir des émissions de méthane beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui, et que là, on était sur un scénario complètement explosif. Est-ce que c'est vrai, faux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Oui, c'est difficile de parler de tout, mais en fait, quand j'ai parlé du CO2, on a l'habitude, et ça c'est un raccourci peut-être qui est un petit peu dangereux, c'est de parler de équivalent CO2, c'est-à-dire que tous les gaz à effet de serre, on les ramène au CO2, y compris le méthane. Par contre, le méthane a, comme vous dites, un problème particulier, c'est qu'il y a beaucoup de méthane qui est stocké dans les sols gelés des régions nordiques, ce qu'on appelle le pergélisol, dans les fonds des océans aussi, ça s'appelle les hydrates de méthane, les hydrates de carbone, pardon. Et donc tout ça, c'est du méthane qui est piégé. Et avec le réchauffement, ils vont pouvoir être largués, peut-être pas dans les 10 prochaines années, mais en 2100 et plus tard, il y aura de plus en plus de méthane qui va amplifier les émissions. Donc même si on arrête nous d'émettre, il y a quand même une avance qui a été prise, entre guillemets, qui fait que ce méthane aura un effet boule de neige à en différer. Excusez-moi, cet effet boule de neige, vous en tenez compte dans vos prédictions? Oui, de plus en plus. Alors c'est vrai que dans les premières, c'est pas mes prévisions, hein, mais les climatologues ont des modèles de plus en plus sophistiqués, et maintenant ils le prennent de plus en plus en compte. Alors, en gros, ils pensent que jusqu'en 2100, l'effet
ce sera à peu près équivalent à 100 gigatonnes par rapport aux 500 dont j'ai parlé pour arriver à 1,5 degré. Bon, c'est quand même 20% en plus, hein, c'est pas négligeable. Mais bon, c'est encore gérable, quoi. C'est après 2100 que ça peut devenir vraiment explosif, ouais. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait démontrer une corrélation entre l'évolution du taux de CO2 par rapport aux activités humaines, mais j'ai pas vu de corrélation entre l'activité humaine et l'évolution démographique. Parce que nous sommes passés de 2 milliards d'habitants en 1900 à 8 milliards maintenant. On est sur des taux relativement élevés. Est-ce que c'est pris en compte dans vos perspectives ? Et je vais peut-être poser une question stupide, mais est-ce qu'il n'y a pas une quantité critique d'êtres humains sur Terre pour garantir son existence ? Oui, non, mais vous avez raison de poser la question. Excusez-moi, je vais m'asseoir. Dans les scénarios, j'ai pas montré ça, mais il y a 4 scénarios qui sont étudiés par le GIEC. Le premier, le scénario vertueux, suppose que la population ne va pas dépasser 7 milliards d'habitants. 7 ou 8 milliards d'habitants, mais pas plus. Et le scénario le moins vertueux, lui, il va aller jusqu'à 13 milliards d'habitants. Donc, vous voyez, la population est prise en compte. Par contre, ce que j'ai montré quand même, c'est que tout au début de mon exposé, je vous ai montré les différents secteurs qui augmentaient pour le monde, pour la Chine et pour la France. Et il y avait la courbe en noir qui était les émissions par personne. Donc ça veut dire qu'on a enlevé l'effet de la population. Donc dans les histogrammes colorés qui sont montrés, la population intervient et est importante. Mais le fait que les émissions par habitant augmentent également, ça veut dire que ce n'est pas le seul facteur. Chaque habitant émet plus individuellement, et ce n'est pas uniquement une question d'augmentation de population. Mais malgré tout, il y a une évolution sur les populations qui sont en développement à plus grand taux d'évolution démographique, avec des pays qui sont en voie de développement. Donc un pays, entre guillemets, industrialisé comme la France, qui a déjà accompli son industrialisation, devrait moins polluer par habitant qu'un, je ne veux pas stigmatiser, mais un Chinois qui est en voie de développement avec un nombre supérieur en démographique. Oui, qu'un Chinois, il pollue moins, oui. Mais pas qu'un Africain. Un Africain, c'est ridicule, les émissions d'un Africain. C'est quand même la population qui augmente le plus. Une population de gens qui émettent très peu, ça va quand même pas faire beaucoup. Hein. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas pouvoir devenir dans 100 ans un pays en voie de développement. Donc le problème, c'est de répondre à l'argument qui est que on est responsable de la situation actuelle, parce que c'est nous qui nous sommes développés sur ça, et maintenant on demande à tout le monde de faire des efforts. Est-ce qu'il ne faudrait pas pondérer les efforts en fonction des responsables, et donc il faut permettre aux Africains de se développer. Et les Chinois, ils ont compris de toute façon qu'ils doivent réduire leurs émissions, parce que en même temps ça fait de la pollution dans leur ville, donc de toute façon leurs villes sont devenues complètement invivables. Mais pour les Africains, eh bien, il y a ce qu'on appelle le fonds vert, qui normalement devrait être abondé par tous les pays occidentaux, pour aider les pays sous-développés à se développer de manière un peu plus propre que nous, ce qu'on a fait, quoi. Voilà, donc on a une responsabilité historique, et on doit aider les pays qui doivent se développer de manière propre. Mais actuellement, ils ont encore de la marge par rapport à nous. C'est pas en réduisant les émissions des Africains qu'on va beaucoup diminuer le réchauffement. C'est vraiment les Américains et les Chinois et même les Européens qui ont vraiment le plus à faire, quoi. C'est pas votre propos? Alors expliquez-le. Je n'étais pas à dire qu'il fallait réduire les émissions des Africains c'était pas ça. Je parlais globalement de l'évolution du nombre d'êtres humains sur Terre, qui était aussi exponentielle par rapport à l'évolution que vous avez vue dans le CO2. Et savoir si à un moment donné, globalement, il y avait, au bout du compte, un nombre critique d'habitants. Ah, bon, ça c'est pas mon domaine, je sais pas. Mais tout ce que j'ai lu sur le domaine montre quand même qu'on n'arrivera pas à 20 milliards d'habitants. Il y aura un moment donné où ça va s'arrêter par lui-même, quoi. Ouais. Comment ? Par la famine. Par la famine, oui. Ouais.
Est-ce qu'on a calculé l'élévation de température à laquelle il faudrait s'attendre si toute l'électricité dans le monde était produite de façon non carbonée? Si on a estimé quoi? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce qu'on a calculé l'élévation de température à laquelle on devrait s'attendre si l'ensemble de l'électricité mondiale était produite de façon non carbonée? C'est le scénario vertueux, où disons là, on a stoppé les émissions en 2050. Alors on pourrait dire, bon, on les stoppe maintenant, et ça, il y a eu des essais qui ont été faits, et on va garder un réchauffement qui va continuer à peu près, si aujourd'hui on arrête, eh bien on va encore monter jusqu'à 1 degré, 1,5 degré, et puis ça va se stabiliser là, mais ça va rester très longtemps sur ces niveaux-là. En fait, quand les gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère, ils y restent quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, mais surtout leur effet est beaucoup plus long que... Donc on sait faire, stabiliser à 1,5 degré. Alors le degré et demi, il prend en compte évidemment, il faut absolument éliminer les émissions à partir de 2050, ça de toute façon. Donc je pense que c'est ce qui est plus raisonnable comme estimation, parce que les supprimer maintenant, on n'y arrivera pas de toute façon. Donc en 2050, ça nous laisse un peu de temps, mais à condition de ne pas en perdre. Bonsoir, M. Guillaume. Je vous remercie de votre présentation qui est excellente et à laquelle j'accède totalement par rapport au fait que les chiffres, les diagrammes, les histogrammes que vous nous présentez sont tout à fait réels. Ce qui est absolument ahurissant et désolant, c'est de voir qu'il y a encore des personnes qui ne croient pas à cette évolution inéluctable donc de l'augmentation de la température à la surface de la planète, que c'est certainement dû avec 1 siècle et demi ou 2 siècles et demi d'industrialisation à outrance. Ma question précise est un peu délicate maintenant par à vous en tant que scientifique. Quel positionnement vous pouvez avoir et quelle influence vous pouvez avoir au-delà de nous tous? Ok, bien sûr, on peut faire nous tous des efforts, que ce soit en PACA ou en France, sur une façon généralisée, mais quelle espérance vous pouvez avoir comme poids auprès de nos politiques, de nos scientifiques, qui croient ou pas pour certains, et en plus avec le lobbying qu'il y a par derrière et la résistance qu'il y a, le frein qu'il y a à certains industriels de continuer à nous empoisonner ou à polluer à tout va. Alors, si les scientifiques avaient un poids important, je pense qu'ils ont commencé vraiment à tirer la sonnette d'alarme avec le premier rapport du GIEC en 1990. Hein, donc, c'était il y a 30 ans, et ils n'ont pas été écoutés. Et je pense qu'ils sont un peu écoutés maintenant, depuis 1 an ou 2, et je pense que c'est surtout parce que dans la population, il y a eu... ça a germé l'idée qu'il se passait quelque chose, peut-être avec l'aide, entre guillemets, des événements extrêmes, les inondations, les canicules, etc. Ça pousse à prendre conscience. Et puis surtout, je pense, moi, cette année-ci, ce qui a été déterminant, c'est les jeunes qui se sont mis à descendre dans la rue et à faire la grève du climat et à dire, mais c'est le monde qui va nous être réservé demain, qui se joue maintenant, il faut faire quelque chose. C'est vraiment... les scientifiques, ils servent à fournir un peu les bases scientifiques du problème, mais ils n'ont aucun poids dans la décision politique. Parce qu'on trouvera toujours un gouvernement pour dire, oui, mais l'emploi actuellement, demain, là, il me faut que... Je ne peux pas casser ma croissance économique, donc le climat, ça vient après, quoi. Ils ne comprennent pas qu'il y a une urgence vraiment très forte, quoi, et que ça ne sert à rien d'augmenter les emplois actuellement si dans 10 ans, il y a un plein de catastrophes climatiques qui se produisent et que finalement, tous les efforts pour pousser la croissance, eh ben, ça sera réduit à néant, quoi. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus parce que malheureusement, on n'est pas suffisamment écouté. Ça faisait plaisir de voir que Greta Thunberg, là, qui est un peu à l'origine, la Suédoise qui est à l'origine de la marche des jeunes, elle répète à tout le monde, écoutez les scientifiques, tout ce qui est dans les rapports du GIEC, etc., c'est la réalité, comme vous dites, et il faut s'appuyer là-dessus. Et elle enjoignait les gouvernements à faire le nécessaire sur base des rapports scientifiques. Mais on en est encore loin, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord et j'ai trouvé très intéressant plusieurs des points que vous avez annoncés. Je trouve qu'il y avait dans le titre « Que faire ici et maintenant ?»
Et donc dans des idées très concrètes, locales, voire nationales et mondiales bien sûr, mais locales aussi, d'actions que l'on peut faire, y compris depuis notre canapé, si on a le temps de s'asseoir sur un canapé, c'est d'agir dans des structures qui existent déjà et d'être informé qu'elles existent en allant par exemple sur le site de la transition citoyenne. C'est un des sites qui regroupe 27 structures nationales qui font de la... je sais pas comment le dire, enfin bref, qui œuvrent dans un sens très profond dans ce que vous avez dit au niveau atténuation, adaptation. Et donc je vais en citer deux, mais dans lesquels je suis bénévole moi localement. Donc il y a par exemple le mouvement Terre de Liens qui permet la préservation des terres agricoles, qu'elles ne soient pas urbanisées déjà et qu'elles soient sanctuarisées, et l'installation d'agriculteurs bio dessus, donc développement de l'agriculture qui préserve l'environnement et de la qualité des sols dans laquelle vous avez beaucoup attaché d'importance. Une autre, c'est Enercop, par exemple, qui est un fournisseur d'électricité qui est 100% garanti, 100% renouvelable. Donc mon argent de ma facture d'électricité, depuis 2007, je ne suis pas un modèle, hein, je suis simplement une citoyenne et j'aime bien les choses concrètes. Et bien, ma facture d'électricité, je ne donne de l'argent que pour des véritables producteurs d'électricité 100% renouvelables et locales et coopérative, donc une gestion coopérative, c'est le côté juridique. Et puis aussi l'appel Nous voulons des coquelicots et des paysans, qui est par exemple une façon aussi de s'exprimer en tant que citoyen pour être bien actif et dire qu'on veut l'interdiction de tous les pesticides de synthèse et l'accompagnement des agriculteurs de façon politique et avec de l'argent. Comme vous avez dit, il faut mettre de l'argent maintenant dans des structures qui vont dans le cercle vertueux et non pas dans le cercle vicieux. Oui, vous avez tout à fait raison. Je suis membre d'Enercop aussi, donc je pense que c'est une bonne solution. Mais j'imagine qu'en région PACA, ça ne va pas pouvoir se développer indéfiniment parce que la grosse majorité de l'énergie d'Enercop, c'est l'hydroélectricité. On ne va plus faire de nouveaux barrages maintenant, il n'y a plus de place pour le faire. Et la région PACA, c'est aussi une des régions où il y a le moins d'éoliennes et le moins de panneaux solaires également. Donc même de ce côté-là, on développe très peu les choses. Donc il va falloir faire un effort, mais ça c'est pas... Enfin si, les individus peuvent essayer d'influencer les gens qui nous représentent, mais il faudrait qu'au niveau pouvoir public, il y ait des gros efforts qui se passent. Et j'en veux aussi pour exemple, j'imagine, ici on est dans une salle qui se trouve à l'extérieur de Manosque, tout le monde est venu en voiture, parce qu'on fait de plus en plus de choses à l'extérieur de la ville. Donc il faut recentrer les activités, il faut utiliser de plus en plus les transports en commun. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Oui, juste peut-être par rapport à ce que disait Béatrice, là c'est vrai qu'on aurait vraiment souhaité que le sénateur soit là parce qu'il nous aurait parlé des politiques publiques au niveau national, même international et local. Il y a des programmes qui sont mis en place par l'État et normalement chaque communauté de communes est censée mettre au point un plan qui s'appelle un PCAET, un plan climat-énergie... plan climat, air, énergie territoriale. Il s'avère qu'il y a peu de communautés de communes, il y a des départements ou des régions qui sont très en pointe, et effectivement il faut aussi un peu aller chercher ailleurs parce qu'il faut un peu tirer le bon vers nous. Après, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même plusieurs niveaux. Donc il y a le niveau qui nous dépasse et où certains sont quand même actifs. Il y a le niveau international, il y a le niveau national, il y a le niveau local, il y a le niveau effectivement, il y a le niveau individuel. On sait que le niveau individuel, on va pouvoir toucher, on estime à entre 20 et 40% de notre impact positif
mais ça ne va pas suffire. Donc le niveau collectif, ça passe par les associations. Ce soir, on n'a pas de table ronde. À chaque fois, on aura une table ronde. Donc là, par contre, dans la salle, ils ne parlent pas forcément, mais il y a des gens qui sont des gens déjà acteurs sur ces thématiques-là. Bon, il y a le parc du Luberon, mais il y a aussi les colibricoles, il y a les petits débrouillards, il y a Augrin et Amzur. Enfin, j'en cite, j'ai pas vu tout le monde. Et voilà, si peut-être certains veulent parler, je leur laisse la parole. Peut-être qu'ils n'hésitent pas non plus à se présenter, du coup, brièvement, s'ils le souhaitent, en disant d'où ils parlent. Il vient d'être dit pour signaler, sans aller plus loin, qu'il y a en ce moment une liste municipale qui se prépare sur Manosque, on va dire très entre guillemets de gauche, mais surtout à base de citoyens, etc., et qui essaye de travailler en termes de projet sur la base de ce qui a été dit, c'est-à-dire les 27 conseils sur la transition citoyenne, enfin toute une série de choses comme ça. Donc à un niveau, alors municipal et communauté d'agglomération, puisqu'on est à ces deux niveaux, sur tout ce qui a été dit en matière de transport, en matière d'isolation des bâtiments, enfin etc., préservation des terres agricoles et j'en passe. Et simplement signaler qu'il y a largement de quoi faire dans notre région, puisque la région Provence est un des plus mauvais élèves, si on regarde les 30 dernières années, dans tous ces domaines. Oui, un Français moyen émet 9 tonnes de CO2 et un Provençal, enfin de la région PACA, c'est 11 tonnes. Donc voilà. De fausses, mais il y a aussi. Bonsoir, pour aller dans le sens, alors j'ai pas d'action personnelle à vous présenter, mais quand même. Discutant avec mon voisin de gauche, on s'aperçoit que quand vous nous donnez les prévisions que vous nous donnez, et quand vous développez quelle politique publique ou quelles autres actions individuelles ou collectives ou politiques on pourrait mener, il y a quand même un effet de sidération devant la complexité de la tâche, quoi. Et le mouvement des jeunes qui a attaqué avec Greta, là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'on est face à une génération qui porte avant tout aux politiques la responsabilité de ce qui est en train de nous arriver et en disant vous ne pouvez pas continuer à ne rien faire. Et en fait, la question, et vous qui êtes du GIEC, sans doute depuis le début, etc., et qui nous dites, il y a 30 ans, on le disait déjà, comment expliquez-vous, en tant que scientifique, vous avez démontré un certain nombre de choses, aujourd'hui, cette inertie qui me semble observer, pour essayer d'aller dans le sens soit d'une atténuation, soit d'une adaptation. C'est que vous êtes inaudible en tant que scientifique ou que les intérêts des populations dont nous sommes pour aller vers l'atténuation et l'adaptation sont totalement à l'inverse de ce qu'on attendrait d'une politique favorable au climat. Vous avez donné la réponse. On est à la fois inaudible, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'on fait des efforts, on essaye d'être un petit peu plus clair et d'être un petit peu plus visible dans les médias, etc. Mais effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'était pas écouté, on ne passait pas dans les médias, peut-être parce qu'on n'était pas assez bon pour passer dans les médias. Il y avait des climato-sceptiques à une certaine époque qui passaient beaucoup mieux dans les médias parce qu'ils criaient fort, etc. Ils faisaient plus de spectacles et on n'écoutait pas en disant bon, ben, c'est deux opinions à mettre à égalité. Alors que ce n'est pas du tout un problème de débat philosophique. Le réchauffement climatique, il est là, il est dû à l'homme, maintenant c'est à peu près certain. Mais il y a des gens qui prétendent encore, vous allez sur le site web, vous allez encore trouver des gens qui disent le contraire. Et alors, après, la transformation de la société que ça implique de lutter contre le changement climatique, il est tel que ça fait reculer beaucoup de gens, et puis peut-être que même si on n'a plus que quelques pourcentages d'espoir de s'en sortir, les gens misent encore là-dessus, ou bien peut-être sur la technologie pour s'en sortir, en disant la technologie nous a fait arriver où on est, peut-être qu'elle est encore capable de nous sauver. Moi, personnellement, je ne crois pas, mais enfin, il y a sans doute beaucoup qui le croient encore.
Alors, moi j'avais envie d'enchaîner un petit peu sur cette question et ce thème-là, parce que je ne sais pas ce que vous pensez Il y a des articles là, qui sont sortis dans Le Monde il y a 15 jours, 3 semaines, à propos de recherches de sociologues, en fait, qui se sont penchés sur le discours scientifique, justement, et qui se posaient la question de savoir pourquoi ce discours scientifique, depuis 30 ans, n'imprime pas. Et une des raisons qui est avancée par les sociologues qui ont étudié en fait, le discours des scientifiques, c'est qu'il y a une véritable aversion au catastrophisme. En fait. Chez les scientifiques, il y a vraiment cette peur d'en faire trop, d'être accusé de faire peur, d'être accusé de crier à la catastrophe, etc. Et que du coup, c'est plutôt l'extrême inverse qu'on observe, c'est que le monde scientifique tend à minimiser, ou en tout cas d'aller vers les scénarios les moins catastrophistes, etc., de tirer la sonnette d'alarme et en même temps de dire, et c'est un petit peu ce que j'entends, alors je dis ça de façon bienveillante, mais c'est vrai qu'en entendant un petit peu votre présentation, j'entends aussi des choses, il y a de l'espoir, on peut encore faire quelque chose, la marmite n'est pas pleine, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que le discours scientifique, finalement, devrait peut-être être qu'il ne devrait plus y avoir cette aversion, finalement, au catastrophisme, qu'il est temps de paniquer, finalement, qu'il est temps et que le catastrophisme est peut-être moins quelque chose qui va nous faire tomber des nues et nous démobiliser, mais plutôt quelque chose qui va nous mobiliser, au contraire. Voilà. En 2 mots, par exemple, quand moi je parle du réchauffement climatique à mes étudiants, je leur parle du rapport du GIEC, et là je parle sous votre contrôle, et je leur dis la chose suivante, dont vous parliez tout à l'heure. Je leur dis que le GIEC nous dit 3 choses, que c'est possible de ne pas aller au-delà de 1,5 ou 2 degrés si, on réduit les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plutôt 50%, donc ça a continué d'augmenter depuis le rapport. Donc 50% de moins d'ici 2030, ça suffit pas. Il faut aller à 0 en 2050, ça suffit toujours pas. Il faut absorber de l'atmosphère des gigatonnes de CO2. Donc ça, c'est ce que nous dit la science. Alors, effectivement, c'est possible. La science nous dit c'est possible. Mais qu'est-ce que nous dit les sciences humaines? Et là, c'est plutôt mon domaine, que c'est pas possible. Vous le dites aussi d'ailleurs. Vous le dites, on va pas arriver à tomber à 0 en 2050. Donc moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est en fait un scénario à 3 ou 4 degrés à la fin du siècle, c'est déjà extrêmement optimiste. Et si on fait rien, on est sur du 5-6 degrés, voire 7 degrés, d'après un rapport qui vient de sortir chez les Français. Alors c'est beaucoup plus catastrophiste. Vous pensez que j'ai tort, que ça démobilise, ou vous pensez qu'il est temps de vraiment réveiller les gens en disant on va vers la catastrophe et la marmite, on n'a plus quoi y mettre, quoi. Alors, 2050, il faut arriver aux émissions zéro. Ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus, ça veut dire qu'on compense les émissions par des absorptions. Donc ça, c'est en 2050. Donc moi, j'ai dit avoir 0 émission en 2050, c'est pas possible. Mais compenser ce qui va rester, ce qu'on appelle les émissions résiduelles, par des absorptions, peut-être encore 10%, un truc comme ça, eh bien ça reste possible. Alors, le problème des scientifiques, c'est qu'effectivement, on est habitué à faire des hypothèses et puis à toujours mettre plein de conditionnels, etc., quand on n'est pas certain à 100%. Et le GIEC en particulier, il fait un peu la moyenne de milliers d'articles scientifiques sur le sujet, et une moyenne, c'est jamais un extrême, quoi. Hein. Et donc, finalement, on a toujours... par exemple, on s'aperçoit que les projections de glace de mer qui étaient faites il y a 20 ans, elles étaient extrêmement optimistes par rapport à la réalité de maintenant. Donc en fait, la situation est pire que ce qu'on pouvait prédire il y a 20 ans. Mais bon, ça c'est un peu le GIEC qui est comme ça. Et, par contre, personnellement, et je le vois bien dans la communauté, les gens se disent maintenant, bon, on va arrêter d'être trop prudent, on va dans le mur, donc il faut le dire. Par contre, si on ne donne pas un peu d'espoir, ça va faire l'effet, ce sera contre-productif, on n'y arrivera pas non plus. Donc il faut essayer de doser un peu les choses. Non, parce que il y a toute cette collapsologie là qui, elle, dit carrément on va dans le mur, mais il y a eu un article aussi dans Le Monde qui est paru pour montrer que c'était aussi néfaste que les climato-sceptiques, parce que ça paralyse en fait quand la situation devient vraiment catastrophique. Et encore un merci à Joël Guillot. Et tout à l'heure, il a présenté les différents livrets que le GREC Sud propose. C'est vraiment intéressant. Et moi qui ne suis pas scientifique de formation, c'est lisible. Et il y a notamment, avec le parc du Luberon, je signale là parce qu'il y a un représentant du parc, il va y avoir un livret qui va être fait au printemps sur le changement climatique en Luberon. Voilà, donc si vous êtes intéressé, ce sera en ligne a priori.
Juste une dernière question, parce que j'ai promis au monsieur qu'il puisse intervenir. Ça ne va pas être une question, ça va être simplement une remarque. Hein. Vous savez, ici, dans 20 ans, la plupart des gens qui sont ici, ils auront déjà disparu. Hein. Et par contre, ceux qui sont vraiment, entièrement, intégralement intéressés par ça, ce sont les Greta Thunberg, ceux qui ont 20 ans et tout ça. Voilà. Sans compter, bien sûr, ceux qui n'auront jamais droit à la parole. Parce qu'on dit que c'est nous les responsables, nous les 50-70 ans. Mais c'est pas ça. Pas ça du tout. Il y a des êtres vivants qui sont concernés par ça, mais qui, eux, n'ont pas droit à la parole. Alors, naturellement, je pense à tous les vivants, bien sûr. Je pense à tous les animaux vivants sur la Terre. Je pense à tous les végétaux qui sont des vivants. Okay ? Et notre rôle à nous, c'est pas seulement de permettre à des Greta Thunberg de s'exprimer. Bien sûr, elle le fait avec... j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'elle fait, mais c'est aussi parler au nom de tous les vivants. C'est-à-dire, finalement, 1 million de fois plus que ce que nous pouvons nous faire, nous, les 2 milliards, les gus. Hein, il y a 100 millions d'espèces sur la Terre, mais ces êtres vivants, on ne les entend pas. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que même si on les exterminait, même comme on le fait par exemple avec les amphibiens, etc., hein, le reste, les autres vivants, ils nous survivront. C'est peut-être un côté qu'on peut prendre ça de façon assez optimiste finalement. Hein. L'avenir leur appartient. Mais je souhaite réellement que malgré tout, nous participions autant que l'on peut, avec nos forces limitées, la durée de temps qui nous reste, pour quand même savoir que nous ne parlons pas seulement, comme je viens de dire, pour les gens, 90% des gens d'ici, mais aussi des jeunes, et aussi de tous les vivants, tous les animaux et tous les végétaux, qui dans le fond, ils n'ont pas droit à la parole, ils ne peuvent pas parler. Voilà, je vous remercie. Merci à tous et bonne fin de soirée. Au revoir. But it's not the human